Bonjour à tous, je suis Yvan Madère et vous êtes sur The Act Club Podcast. Aujourd'hui, nouvel épisode un petit peu particulier, on change de format, on fait des interviews avec des gens qui ont des grandes carrières, mais aujourd'hui on a envie de donner de la visibilité à des artistes qui émergent. Et aujourd'hui, je suis avec Aureliane Camps. Bonjour Aureliane. Bonjour Yvan. Alors, dis-moi, raconte-nous un peu ton parcours depuis tes débuts jusqu'à maintenant et à quel moment tu as pensé que tu étais une artiste? Quel a été le moment déclencheur dans ton enfance ou ton adolescence qui a fait que tu as voulu devenir artiste? Quel était le premier C'est très intéressant comme question. C'est arrivé très tôt en réalité. Il y a un film, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par l'audiovisuel et le cinéma. Il y a un film qui m'a marqué, qui est Signe de M. Night Shyamalan, du coup. Oui. Qui m'a énormément marqué quand je l'ai vu. Et quand je devais avoir aux alentours de 10-12 ans, quelque chose comme ça, quand il est sorti. Et ça m'a vraiment tellement bouleversée que je me suis dit que moi aussi, je voulais faire ça. Et faire ça, c'était encore flou à ce moment-là. Du coup, je me suis tout de suite identifiée beaucoup au cinéma, au monde du cinéma, au monde de l'image. Ça a contribué aussi par le fait que je regardais beaucoup de séries, grande fan de Buffy, beaucoup La de trilogie films. du samedi soir. Exactement, Ouais. avec Charmed et tout. Vraiment, j'adorais ça. Et en fait, j'avais vraiment cette envie de raconter des histoires. Et donc, très vite, je me suis trouvé du coup une option cinéma. Mes parents m'ont soutenue dans cette démarche pour passer mon bac. Donc c'est vraiment full cinéma vibe que j'ai commencé un petit peu ma carrière d'artiste. Et ça a commencé du coup assez tôt. Avant je pense, le déclic Signe, il y a toujours eu l'écriture. Il y a toujours eu quelque chose de littéraire. J'ai toujours écrit des petites histoires. Et à peu près, c'est fou parce que c'est aux alentours de 10 ans, vraiment assez conjointement, j'ai écrit mon premier roman. Alors pas publié du coup, évidemment. Voilà, un premier roman quand même en page A4 de 90 pages. Ah oui, donc ça ferait environ 180 pages en A3. Ouais, peut-être quelque plus chose ou moins. comme ça. Ah oui, d'accord. Et du coup, je l'avais Quelle était l'histoire imprimé. de ce petit roman? Oh là là, mon Dieu. J'étais fascinée par le paranormal, je le suis toujours, mais j'ai pas encore creusé pour des récits, mais du coup, c'était sur la zone 51. Ok, Alors, c'est déjà à absolument, 10 ans? Ouais, et j'avais même fait ouais. des recherches, j'avais des dossiers, parce que je pense que j'avais un petit côté où je me prenais un peu pour Scully dans X-Files. J'avais des dossiers, machin, je me prenais très au sérieux. Je jouais en réalité, et je trouve que c'est ça qui fait aussi les artistes, c'est le fait ça joue à quelque chose. Et le fait que je jouais à l'enquêtrice paranormale, le fait que je jouais à ci, à ça, et ben en fait ça m'a donné envie d'écrire des histoires où j'allais pouvoir me mettre en scène, où j'allais pouvoir... Forcément, mes premiers personnages principaux, ça a toujours été moi. Et c'était une façon de fuir dans l'imaginaire. Ça a été vraiment le point de départ. Conjointement à Signe, ça a fait que très vite j'ai pensé scénario. Et pourquoi Signe en particulier? Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi Signe et pas un autre film? Qu'est-ce qui fait que Signe, ça a déclenché quelque chose? Pourquoi celui-là en particulier? Je sais que les Shyamalan, c'est quand même déjà assez costaud déjà de base, mais pourquoi Signe en particulier et pourquoi pas un autre film? Signe, parce que... en fait, je pense que ça a contribué à beaucoup de choses dans sa construction et j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu un film thriller d'angoisse, paranormal, alien, mais traité d'une façon aussi pure, avec des plans fixes, des plans millimétrés, traité comme un film d'auteur en fait. J'avais encore jamais vu ça, et puis au niveau purement scénaristique, l'utilisation magistrale du coup de la technique du fusil de Tchekhov, qui est que si on voit un élément quelque part, c'est que ça doit être réutilisé plus tard dans un scénario, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Le film, il a cette particularité qu'il s'effondre sans ce concept. Et c'est ça qui est difficile. Et pour Shyamalan, du coup, parce qu'il s'est pris beaucoup de critiques à cause de ça. Et en fait, ce film, spoiler alerte, soit les gens pensent que c'est du génie, soit ils pensent que c'est horrible. Les avis sont très controversés sur Shyamalan d'une manière générale. Il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime un peu moins. Et je pense que c'est vraiment selon les goûts personnels. C'est ça. Ouais. Et en fait, moi, j'ai été très réceptive. Très, très réceptive. Vraiment, il a écrit ce film pour moi, quoi. Enfin, vraiment, c'est ce que je me suis dit dans ma petite chaise. Et que la séquence de fin avec la musique et tout s'aligne, tac, 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 le puzzle se clac, 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 tout prend forme.
la petite fille que j'étais était émerveillée. Et je pense Donc que ça a c'est déclenché. ça. Ouais, c'est ça qui a appuyé sur le bouton de genre, ah, tu écris des romans, tu écris des histoires, peut-être que tu devrais écrire des films. Et c'est là où ça a déclenché la fureur de vouloir absolument faire du cinéma, de vouloir être scénariste, réalisatrice. J'ai même eu une période où je voulais être actrice, mais ça, j'ai compris plus tard que c'était parce que j'avais pas vraiment confiance en moi et que je voulais valider mon image à travers un écran. Quand j'ai compris ça, j'ai enlevé cette casquette-là et je me suis concentrée à fond sur le métier de réalisatrice et scénariste, sans études. Donc ça, c'était après, disons, l'option cinéma après le bac, ouais. au bac, que j'ai fait aussi. Vrai Ouais, j'ai fait en option, Ok. option facultative cinéma. Ok. J'étais en option théâtre, en option lourde, et option cinéma facultative, donc je vois très bien de quoi tu parles. Moi, c'était option lourde et facultative. Ah, t'avais les deux, oui, effectivement, il y avait la possibilité. Mais du coup, on pouvait pas faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on pouvait pas faire option lourde cinéma et option facultative théâtre. Donc, mais on pouvait faire option lourde et option facultative cinéma, donc c'est ce que j'ai fait, parce que j'étais quand même aussi intéressé par le cinéma. Bien sûr. Et donc, après le bac, qu'est-ce qui s'est passé ? Après le bac, un professeur de cinéma me propose de me faire une lettre de recommandation pour une école de cinéma. J'avais vraiment eu des bonnes notes au bac en Style cinéma. Fémis Oui, c'est ça, enfin des prépas. Il voulait me faire une lettre pour des prépas cinéma. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais 17 ans et je me dis non, mais de toute façon, j'étais un peu en mode drama queen évanescence. C'était l'époque, oui. Oui, c'était vraiment en plein dans cette époque-là. Comme mes cheveux noirs en témoignent, je suis retournée là-dedans. Non, mais en fait, j'ai vraiment eu ce truc de problème de légitimité, de me dire, mais tout le monde veut faire ça. Tout le monde veut devenir Spielberg, entre guillemets. Tout le monde veut révolutionner son monde. Pourquoi moi, alors que je ne suis personne et que je ne viens pas d'une famille du milieu et que machin et bidule et machin. Et donc, j'ai fait une année de droit. Rien à voir. Parce que absolument rien à voir. Il y avait un raisonnement. Mon raisonnement était, si je ne peux pas vivre de raconter des histoires, tu vas essayer de les vivre. Moi, j'ai toujours eu une appétence avec le thriller, avec les films de genre. Donc, je me suis dit, ok, tu vas aller à Nice, tu vas aller faire t'as ton master de droit en criminologie. C'était ça l'objectif. Ah oui, rien à voir. Mais en fait, il y avait un rapport qui était de vivre l'aventure au lieu de l'écrire. Au bout de cette année de droit, force est de constater qu'il y a quand même une différence majeure entre vivre les aventures et les écrire, qui est que beaucoup de paperasse, beaucoup de droits de la famille, beaucoup de droits constitutionnels, beaucoup de trucs qui est absolument abrutissant. C'est du par cœur. C'est du par cœur, et puis c'est voilà, des articles de loi incompréhensibles. Vous voyez, quand vous recevez un contrat et qu'il faut un petit peu éplucher tout, bah, c'était ça tous les jours pendant des heures, quoi. Enfin, c'était vraiment pas viable. Donc au bout d'un an, je me dis, ok, mauvaise voie, c'est pas grave, j'ai 18 ans, je peux encore rebondir. Là, je décide, à Nice, il y a donc la fac de lettres qui propose un diplôme universitaire d'études cinématographiques. Okay. Donc ça correspond à une option facultative parce qu'il y a très peu d'heures par semaine. En parallèle, mais je suis obligée de prendre un gros cursus, donc je fais littérature américaine. Comme objectif, et ça va vous parler même, parce que j'ai voulu faire ça pour vivre aux États-Unis directement. C'est-à-dire que j'ai voulu faire une licence d'anglais, option cinéma, pour partir à Hollywood après. C'est pas pour du une tout réalisatrice. Mais t'avais l'idée de faire réalisatrice là. Là, oui, ton objectif c'était réal. C'était réal, actrice, scénariste. C'était full toutes les casquettes. On fait tout et on voit ce qui marche. Exactement, tout à fait. Donc du coup, je fais des photos de book, je commence à écrire plein de scénars, etc. Et là, mon frère me met en lien avec quelqu'un qui, lui, sort d'école. Parce que moi, du coup, je ne sors pas d'école de cinéma. Moi, j'ai mon bac cinéma et un diplôme universitaire qui est très théorique. Niveau pratique, niveau 0, quoi. Et je rencontre cette personne et on fait notre premier tournage ensemble. Moi, j'étais hyper novice. Lui, il appliquait vraiment à la lettre ce qu'il a appris en école. Quoi. Scolaire, voilà. Et puis, en fait, on s'est mis ensemble, en couple. Et on a très vite monté une boîte de prod ensemble dans l'objectif du coup de réaliser notre rêve commun de faire du cinéma. Et puis voilà, 7 ans quand même de couple et quasiment de boîte de prod. C'était vraiment ce qui nous relie en réalité. Et puis est arrivé un moment où moi j'ai commencé à me poser plein de questions. Donc j'ai fait beaucoup de clips. J'ai réalisé beaucoup de courts-métrages, écrit un nombre incommensurable de scénarios qui n'ont
jamais vu le jour forcément parce que le cinéma, il y a ce problème de financement, de trouver des équipes, on a besoin, on ne peut pas créer une œuvre tout seul, il y a vraiment toute une démarche collective et d'équipe qui est assez forte. Et donc, en plus, on venait de se séparer. Et en fait, c'est là où je me suis un peu rendu compte que c'était un peu la boîte qui nous liait. Parce que malgré la séparation, on a réussi à bosser ensemble encore peut-être 1 ou 2 ans. Toujours dans le boulot. Ouais, et ça se passait plutôt bien. Mais en fait, ça a vraiment clashé entre nous quand j'ai quitté la boîte, quoi. Pour plein de raisons, évidemment, qui n'ont techniquement rien à voir avec la boîte. Mais symboliquement, je trouve ça fou. J'ai vendu mes parts. Et là où ça se passait bien professionnellement, là, ça n'a plus passé du tout. Et pourquoi j'ai vendu mes parts alors que la boîte marchait bien, roulait bien, que j'avais quand même des bonnes conditions de vie et des bonnes conditions créatives. Je pouvais quand même tenter de réaliser mes courts-métrages, tenter de réaliser des clips, c'était ce qui me plaisait le mieux. Mais pour le côté et réel et musical, c'est ça? Le clip, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de pouvoir aller loin artistiquement, de pouvoir créer des univers avec une direction artistique très assumée. Là où dans la publicité, il y avait beaucoup d'instits, il y avait beaucoup de trucs institutionnels, filmer des conférences, faire du montage de conférences. Enfin, il y avait beaucoup de filmer même des concerts, etc. Là où il n'y avait pas forcément besoin d'une grosse DA. Alors que là, grâce au clip, je pouvais davantage m'éclater. Alors main dans la main avec les musiciens, quoi, mais ça me plaisait quand même. Les courts-métrages, c'était quand même une minorité. Les longs-métrages, j'en parle pas, même pas. Plusieurs tentatives, plusieurs échecs, vraiment beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs, de demandes de subventions, de demandes de résidence d'écriture, et en fait, vraiment ce plafond de verre qui ne passe pas avec différentes possibilités, des séries, vraiment tous les appels à projets, tous les appels à scénarios, je les ai remplis, quoi. On connaît, oui. Bah ouais, j'imagine. C'est vraiment à la fois désespérant et en même temps, est-ce qu'on a le choix en fait en tant qu'artiste? Bah non, on est obligé en fait, on n'a pas le choix. C'est pour ça que je suis persuadée qu'artiste, ça ne se choisit pas en réalité. C'est soit on l'a le truc, et même si on vit dans la misère et même si on meurt pas célèbre, on aura été artiste en fait. C'est pas ceux qui ont réussi, pour moi, qui définissent qui sont les artistes, c'est cette question de non-choix, de vocation, de mission de vie, quelque chose de plus grand qui appelle et on ne sait pas pourquoi. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti et c'est ce qui a fait que je me suis acharnée, mais vraiment comme pas permis, jusqu'à ce que je me dise « mais putain, qu'est-ce que tu fais ?» Moi, j'ai un rapport social assez particulier. Je suis sociable, j'aime bien les gens, mais ça me fatigue beaucoup, les interactions sociales. En tant que réal, où on doit manager des équipes, on doit être en constante communication avec plein de gens, bah oui. Ça m'a c'est le côté épuisé. Un peu poulpe voilà, c'est on va dire le haut de la pyramide, pas au niveau disons hiérarchique, mais quand bien même sûr. C'est là où tout part. Voilà, c'est le référent. C'est ça. Et je crois que c'est un terme, ça s'appelle autroverti. J'ai appris ça hier. Ah bon? Okay. C'est-à-dire que c'est pas introverti, c'est pas extraverti, c'est entre les deux. C'est-à-dire que on est extraverti qu'avec les bonnes personnes et introverti avec le reste. Et j'ai beaucoup aimé ce terme, j'ai appris ça hier, c'est autroverti. Autroverti, parce que je connaissais ambiverti, qui ne me correspond pas parce que les ambivertis, du coup, des fois, ils ont des phases de sociabilisation très très intenses et des fois des phases de repli très très intenses et du coup, des fois, ça ne matche pas avec les rendez-vous. Voilà, et j'ai appris ça hier, donc autroverti, c'est-à-dire que ce sont des introvertis qui peuvent devenir extravertis, mais avec les bonnes personnes et dans les bons environnements. D'accord, ok. Voilà. Je sais pas si c'est ça, parce que je trouve qu'on a tendance à confondre introversion et timidité. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, les gens confondent beaucoup et on peut être introverti et très sociable. Mais par contre, pour moi, la grosse différence, c'est que l'introverti, il va recharger ses batteries seul et que l'extraverti va recharger ses batteries avec le contact. Et ce n'est pas mon cas. Voilà. Je vous dis direct, c'est pas du tout mon cas et j'ai tellement besoin de solitude. Et ce métier, on avait une équipe qui était à l'origine très soudée, qui a explosé quand je suis partie pour plein de raisons. Et en fait, je ne suis pas faite pour travailler tant que ça en équipe. Je ne suis pas mauvaise. Je pense vraiment que j'étais une bonne réal. Je me suis surtout amusée aux écritures et au montage. Le tournage, c'est toujours la croix et la bannière pour moi. Allez, c'est parti.
on y va, c'est parti. Ouais, Mais c'était vraiment une fois que une j'étais douleur, dedans, quoi. Ouais, alors Ou un peut-être pas- effort. Un effort. Ouais. Ouais, plus un effort qu'une douleur. Mais et là, je me suis rendu compte, et peut-être que je me suis souvenue de cette petite fille qui a écrit ce roman sur la zone 51. Et là, je me suis dit, mais t'as peut-être pas besoin de 15 personnes volontaires bénévolement pour réaliser tes histoires. T'as peut-être juste besoin de toi et ton ordi, quoi. Mhm. Et c'est un peu ça qui a tout bouleversé avec la publication de mon premier roman. J'ai écrit un roman en parallèle, vu que j'ai toujours eu un peu cette double casquette, euh, entre 16 et 22 ans. Ok. Donc vraiment, à 16-17 ans, j'ai écrit tout le premier acte, toute la première partie. Et aux alentours de 19-20 ans, j'ai vraiment continué, j'ai mis fin au livre. Je l'ai corrigé quand j'en avais du coup 26-27 et Ok. je l'ai publié en 2022. Donc ça y est, il est publié là. Il est publié. Donc on tout peut à le trouver fait. quelque part. On peut le trouver, il est sur la Fnac, sur Amazon, ça s'appelle Le Bois qui brûle. Voilà, Ok, Le Bois qui brûle de Aurélien on va Kans. mettre le lien en description. Ça traite du syndrome de Stockholm. Ok. Et c'est une toute petite maison d'édition. Mais en fait, malgré la taille de la maison d'édition qui était petite, malgré le fait que j'ai pas eu justement une grosse promotion télé, etc., je m'en fichais. Je me suis rendu compte qu'en fait, le tenir entre mes mains, relire des passages, c'était vraiment waouh. En fait, c'est ça, raconter des histoires pour moi. Et c'est ça qui a boosté en réalité. Voilà, il a été publié en septembre 2022. Ok. J'ai vendu mes parts en décembre, quoi. Ça a été Donc c'est ça le qu'il y a révélateur, il y a eu quoi. le switch, vraiment se dire c'est ça que je veux faire. Ouais. Et finalement, tout au plus profond de toi, c'était ça qui était important, quoi. Oui, C'est ça. complètement, ouais. C'est ça. Et vraiment, je me suis rendu compte que la forme importait peu. Que ce soit un scénario, que ce soit un livre. Ma passion, ma vocation, c'est raconter des histoires. Mhm. Bah, c'est aussi pour ça que je t'ai appelé à la base quand j'ai vu que tu as fait ce changement-là, parce que je trouve ça intéressant de justement de montrer aussi que c'est pas important de changer de voie en milieu de parcours. Il y en a certains qui doivent s'accrocher à une idée qu'ils ont de non mais j'ai appris ça, donc forcément si j'ai appris ça, bah, je dois rester dans ça toute ma vie. Mais si tu dois rester dans ça toute ta vie et être malheureux, ça n'a pas trop de sens. Si on est artiste, il faut savoir pourquoi on est artiste. Et ce que tu avais posté à l'époque pour dire que tu faisais ce changement de carrière, moi, ça m'a touché parce que je me suis dit, ah, elle a pas peur d'y aller, elle s'en fout, elle y va, elle s'est dit, ok, elle a pas eu peur de se mettre face au miroir et de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, vraiment, au plus profond de moi, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me plaît. Ok, ce qui me plaît, c'est raconter des histoires, comment je peux le faire, je vais écrire, c'est ça? C'est ça, exactement. Et puis me rendre compte, en fait, ce qui m'a vachement aidé comme exercice, et je vous invite à faire la même chose, c'est je me suis demandé à quoi ressemblait ma journée idéale. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas sur un plateau de tournage, par exemple, clairement pas. Et je me suis rendu compte que l'idée d'être chez moi, avec mon ordi, dans le silence, d'être seule, juste. Et je me dis, mais en fait, où tu vas là? Tu vas tous les jours, tu vas à un bureau avec une équipe, enfin, qu'est-ce que tu fais? Enfin, je veux dire, t'es pas du tout au bon endroit. Et du coup, là, c'est là où j'ai commencé à réfléchir. Et puis en plus, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au côté ne pas avoir peur de se reconvertir, ne pas avoir peur de changer. Parce qu'en fait, il faut, par exemple, toutes les choses que j'ai apprises en tant que réal, en tant que scénariste, je les réutilise. En réalité, l'écriture scénaristique m'a énormément appris sur l'écriture littéraire. Là, par exemple, du coup, pour vivre, j'ai lancé des activités de rédactrice, donc rédactrice littéraire et rédactrice web, parce que l'écriture... C'est-à-dire article de Alors, la de rédaction journaux. web, c'est vraiment... Alors, de journaux, non. La rédaction web, c'est vraiment principalement... en gros, les textes que les gens vont publier sur leur réseau, sur leur site internet, sur leur blog, les fiches produits par exemple pour des organismes de vente. Enfin, c'est tous les textes que en fait tout le monde lit des choses écrites par des rédacteurs web sans le savoir. Les articles d'Octissimo, c'est des articles web. Enfin voilà, typiquement c'est ça. C'est des grosses entreprises qui ont besoin de nourrir un flux régulier d'articles, d'infos, ou alors qui ont besoin de fiches produits. Voilà, tout ce qui est écrit à côté des chaussures Zalando, c'est aussi des rédacteurs web en réalité. D'accord. Enfin voilà, tout ce truc-là, donc pour garder les mots et surtout le côté freelance avec moi. Et surtout, ce qui m'intéresse encore plus, c'est le côté rédactrice littéraire, ou aussi on peut dire co-écrivaine. Co-écrivaine, en fait, ok. Je connaissais pas le terme. C'est quoi exactement? Alors la coécriture, c'est en fait écrire pour quelqu'un
le livre dont il rêve, le livre de sa vie, le livre de son expertise. Par exemple, prochainement, je vais peut-être écrire le livre de un entrepreneur, un psychologue, quelqu'un qui travaille avec les animaux, quelqu'un qui a envie de raconter son histoire avec son expertise, son métier, son témoignage, avec praticité, avec ce que ça lui a appris, des livres de développement personnel, des naturopathes, des gens qui ont envie d'écrire un livre témoignage pratique, Et qui donc, ça c'est explose en ce moment un petit peu en termes de vente. En anglais, ils appellent ça le ghostwriter. Non, Exactement, c'est ça, Ok. mais sauf que moi, il y a mon nom. C'est-à-dire que la personne signe son livre, Ok. il y a marqué, voilà... Une autobiographie par... Et en fait, il y a marqué, donc pas forcément sur la couverture, ça peut, mais pas forcément, mais dans les pages liminaires du livre, il y a écrit avec la collaboration oui, Aurelian Camps. Parce qu'en réalité, les gens, c'est important qu'ils puissent raconter leurs histoires, c'est important qu'ils puissent donner leur expertise sur divers sujets, et notamment s'ils ont passé des années dans un secteur. Et tout le monde n'a pas du coup forcément le temps déjà, parce que c'est très chronophage l'écriture, hein, surtout quand c'est pas le quotidien. Moi j'ai mis moins de temps, mais parce que c'est ma vie quoi. Mais c'est ton travail aussi. C'est ça, exactement, voilà. C'est ma vie, c'est mon travail. Mais du coup pour quelqu'un qui est naturopathe, écrire un livre ça va peut-être prendre 5, 6, 7, 8 ans, alors qu'en faisant appel à une rédactrice littéraire, une co-écrivaine, ça peut mettre du coup 4 à 6 mois quoi. Mais je vois ce que tu veux dire parce qu'effectivement, moi par exemple, pour le coup qui suis quand même dans l'artistique, j'ai beaucoup de choses à m'exprimer. Mais effectivement, par exemple, le fait de structurer un récit, si c'est pour un scénario, ça va parce que justement, si on déroule l'histoire, je vais suivre la logique de l'histoire et dans ce cas-là, ça va. Mais par contre, si je dois structurer quelque chose qui n'est pas de fiction, ça va être compliqué pour moi parce que j'ai plein d'idées, mais après, c'est comment mettre ces idées en place et les mettre au bon endroit. Et là, dans ce cas-là, j'appelle Aureliane, c'est ça ? Exactement. Et puis, tu peux t'arrêter là, tu peux te dire, ok, voilà toutes mes idées, voici, est-ce que tu peux me pondre une structure ? Ça peut s'arrêter là. Ça peut aussi aller jusqu'à, ok, maintenant, est-ce que tu peux me rédiger le livre, quoi ? Parce que pareil, la peur de la page blanche, elle vient souvent, pas forcément parce que les gens... Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui n'ont pas le recul que tu as de parler de structure. Ça, c'est un truc d'artiste, justement, de se dire, voilà, il y a une structure, machin. Je pense que beaucoup de gens sont paralysés par la page blanche en se demandant quels mots ils vont utiliser, comment ils vont commencer la phrase, ou alors qu'ils se relisent plus tard et ils disent c'est de la merde, parce qu'ils ont ce truc de légitimité. Et en fait, je suis aussi là pour répondre à cette demande-là. Et par rapport à ce que tu disais sur le côté reconversion et puis rebondir et oser changer de cap, par exemple, je propose des services aussi de script doctoring, typiquement, même littéraire. Okay. Parce qu'en fait, j'ai passé du coup beaucoup d'années en tant que réalisatrice, en tant que scénariste. Donc moi, le show don't tell, je connais. Le show don't tell, du coup, c'est le concept comme quoi on est censé montrer plutôt que dire. Donc dans un livre, c'est très utile parce que la tentation ultime pour un auteur ou une autrice, c'est de dire il ressent ça. Ouais. Sauf que la véritable efficacité pour un lecteur ou une lectrice, ça va être de dire elle tire sur sa cigarette beaucoup trop longtemps en tremblant. Là, c'est visuel, elle est stressée, elle est pas bien. Donc le show don't tell, en scénario, on n'a pas le choix en fait, parce qu'on n'est pas dans la tête des personnages, il faut absolument que ça se voit de l'extérieur. Donc typiquement, j'aide pour le show don't tell et aussi pour le côté structure scénaristique. Pendant ces années où j'ai été, où j'avais ma propre société, j'ai fait des formations, j'ai suivi plusieurs formations, notamment en scénario et dialogue de fiction. Donc tout ce qui est structure littéraire, scénaristique, la structure scénaristique hollywoodienne classique, les nœuds dramatiques, à quel moment appuyer sur quel bouton pour capter l'attention du lecteur ou du spectateur, tout ça, j'ai cette technique-là. Donc en réalité, changer de cap, alors moi, pour le coup, ça me sert en fait. Toutes ces années que j'ai passées dans le ciné me servent, parce que là, je transpose tout du côté littéraire. Je pense que beaucoup d'auteurs et d'autrices, peut-être qui se sont beaucoup plongés dans les livres, n'ont pas forcément la même lecture que ce que moi je peux avoir après des années d'écriture scénaristique. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est intéressant parce que effectivement, c'est pas tant une reconversion parce que c'est pas que tu t'es dit tiens, moi Aureliane, j'étais réalisatrice et là je vais faire de la métallurgie. Ça n'a rien à voir, mais c'est d'utiliser ces capacités que tu as acquis tout au long de ta vie pour arriver à faire quelque chose de cohérent. Et ça résonne vachement parce que c'est ce que je me suis rendu compte aussi quand j'ai commencé le podcast, c'est-à-dire que le fait que je sois acteur, il y avait le face cam,
et j'étais à l'aise face à la caméra. Puis il y avait le côté que je voulais faire des études de philosophie et j'ai dit bah non, en fait je veux aider les gens et ça m'aide aussi. Et puis finalement je fais un peu de réal aussi, donc finalement j'ai le matériel, j'ai le montage, j'ai tout ce qu'il faut. Et c'est tout se mettre ensemble et quand la logique se met là et de se dire oui c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais. Donc bravo à toi d'avoir fait ce, je dirais pas ce changement de cap, mais finalement cette précision. Oui, c'est ça. Je me suis spécialisée un peu peut-être. En fait, disons que je pense que tu avais le côté scénariste et tout, et puis finalement, tu as dit non, mais en fait, finalement, dans l'entonnoir, finalement, voilà, j'ai envie d'arriver là, et c'est ça qui est intéressant. Donc, maintenant, la prochaine question que j'ai envie de te poser, c'est, donc, là, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais c'est quoi ta journée idéale dans un monde parfait où tout va bien, et où tu te dis, bon, ben voilà, je me lève le matin, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce qui se passe dans cette journée idéale ? Alors là, on va parler d'un idéal encore plus idéal que mais ce que je visualise en ce moment. L'idéal génial, c'est-à-dire que là... le rêve de ma vie, de mon existence. Voilà, tu peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux ? Ok. Ma journée idéale de je ne peux pas faire mieux, j'ai réussi ma vie, j'ai concrétisé tous mes rêves. C'est je me réveille alors que je veux déjà, ça c'est non négociable. Ok. Parce que je suis plutôt une couche tard. Et tout de suite, je dirais que la première partie de la journée se concentre plus sur l'écriture littéraire. Donc j'écris mon prochain best-seller parce que je suis vraiment, là j'en suis à mon, je sais pas combien de livre. J'ai vraiment besoin de rien d'autre pour vivre que juste publier mes livres. Donc juste de la fiction, juste écrire des romans. Peut-être pas fiction, parce que là je m'essaie à l'essai en ce moment. Mais des livres. Mais en tout cas des livres. Et je pense que je viens de signer pour adapter un de mes livres. Est-ce que je suis réalisatrice ? Je ne sais pas. Consultante, probablement, forcément. Mais ce serait vraiment, pour moi, c'est le goal ultime parce que ce serait vraiment lier mes deux vies, quoi. Mettre en image. Alors si je peux, ça dépendra depuis combien de temps j'ai pas réalisé. Après, sincèrement, j'ai même pas été formée à la réalisation. Et mais la journée idéale. Donc la journée idéale, c'est ça. Je me réveille, j'écris mon prochain livre. Je déjeune tranquillement avec l'homme que j'aime, mes enfants, dans une maison absolument magnifique en pleine nature. Et puis après, l'après-midi, j'ai peut-être un rendez-vous avec un producteur ou une productrice. Ce serait bien une productrice, ça manque de productrice. Une productrice pour du coup adapter un de mes romans. Et je suis vraiment hypée de fou. Et je signe le contrat parce que je connais les fausses promesses. Donc ce contrat est signé ce jour-là. Et puis le soir, mes enfants rentrent de l'école et puis on passe une soirée tous ensemble, juste sous un plaid, devant la télévision ou devant un bon jeu vidéo. Juste ça. Wow, c'est simple en vrai. Ouais, mais effectivement, ce que je trouve intéressant dans ta journée idéale, c'est que malgré tout, il y a quand même le cinéma qui repointe le bout de son nez d'une manière un petit peu furtive comme ça. Et finalement, en fait, ce que moi je vois là d'ici, c'est qu'il y a le cinéma sans la responsabilité. Exactement, oui, je pense. Il y a le cinéma sans le tournage, en fait. En fait, ce serait vraiment l'idéal, c'est vraiment de mettre en image sans avoir besoin d'une responsabilité énorme sur mes épaules, de gestion d'équipe, de tout ce qui m'épuisait, de rôle social, en fait. Et que surtout, en fait, ce soit mon histoire et juste point. Toi, ce qui t'intéresse, c'est les histoires, c'est ça ? En fait, j'adorerais juste, pour être tout à fait honnête, faire le découpage technique et le donner à quelqu'un. Tiens, c'est ça qui doit être fait. Voilà. Juste, je ne viens pas. Okay. Débrouille-toi. Ok. Et je fais un mood board, un découpage technique et je ne sais même pas, ce métier n'existe pas. Enfin là, je suis en train d'être une réal par intérim. Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas, en vrai, et pourquoi ce serait pas à toi de l'inventer ? Est-ce que Stephen King n'aurait pas ce droit-là ? mais je pense que c'est ce qu'il fait. Je pense que c'est ce qu'il fait plus ou moins. Au point de faire le découpage, je sais pas. Mais disons que je sais que, par exemple, il laisse les droits de ses romans quelquefois à $1 pour certains étudiants en cinéma, justement pour les... C'est pour ça que je parle de Stephen King, parce que je l'aime. Alors, pour moi, Stephen King a une place spéciale dans mon cœur, c'est pour ça. C'est vrai, mais moi aussi, c'est vraiment mon auteur préféré, humainement. J'ai bouffé du Stephen King beaucoup quand j'étais adolescent, époque Linkin Park et Evanescence. Quand même, tu sais. Linkin Park, oui. Du coup,
La question, mais tu as déjà un petit peu répondu à la question avant que je pose la question, donc ça me fait plaisir. Qu'est-ce que c'est un artiste donc pour toi? Et bien, du coup, un artiste pour moi, c'est quelqu'un qui a une envie irrépressible d'exprimer quelque chose. Et c'est quelqu'un d'obsessionnel avec ce quelque chose. Ce quelque chose peut varier, mais ce quelque chose a toujours un fond qui est, je pense, indissociable de l'artiste en question. Exemple, Stephen King. Stephen King, pour ne citer qu'un grand auteur comme ça. Il a plein d'histoires différentes, mais ça parle souvent beaucoup de la même chose. Son fond à lui est toujours le même. Il y en a un autre pour lequel c'est évident, c'est par exemple Tim Burton, qui ne parle que de rejet et d'exclusion. Et en fait, un artiste, pour moi, c'est à la fois un mélange entre quelqu'un qui a une envie irrépressible d'exprimer quelque chose, comme je l'ai dit, et un genre d'alchimiste, en fait, qui va transformer la vie, les émotions, les drames ou les joies en or, quoi, en quelque chose qui va se regarder, se lire, se contempler. C'est pour des peintures, s'admirer. C'est vraiment quelqu'un qui... Ouais, c'est un alchimiste, quoi. C'est quelqu'un qui transforme les choses pour les sublimer. J'aime bien le terme alchimiste, le côté de transmuter un peu son âme en un produit terminé, que ce soit une œuvre vivante comme un spectacle ou quelque chose de plus figé comme un film ou une peinture ou un roman, même si bien sûr on peut retravailler, on peut rééditer bien sûr à l'infini, mais d'aller transmuter quelque chose, de faire sortir quelque chose de son âme pour en faire quelque chose de terminé, quoi, finalement. Complètement, tout à fait. Et pour rebondir là-dessus, est-ce que toi, tu es perfectionniste et quel est ton rapport avec un produit fini? Étonnamment, je dirais que je ne suis pas perfectionniste et que je n'ai pas de problème avec mes produits finis. Il y en a certains que je préfère à d'autres. Il y en a, par exemple, il y a des films où je vois encore des mini-défauts qui m'énervent. Mais quand je vais les montrer aux gens, je vais en être très fière. Par exemple, j'ai réalisé un film qui s'appelle Gestation, qui a eu le prix CNC en 2020. En 2020, il a eu le prix CNC et il a été projeté dans une grande salle à l'UGC de Châtelet. Oh, stylé. Ouais. Et en fait, Ciné-Cité Léal. Exactement. Ouais. Et en fait, c'était vraiment la grande salle avec toute courbée comme ça. Il y avait la scène au centre pour la remise des prix, etc. Et typiquement, j'étais très fière de le montrer. Et je pense que tous les artistes n'ont pas ce rapport-là à leurs œuvres. Quand mon livre est sorti, j'avais hâte d'avoir les retours des gens. Et pourtant, je savais que mon premier livre, Le bois qui brûle, il peut être assez ingrat parce qu'il traite beaucoup de troubles psychiatriques. Et du coup, notamment, certains personnages ont une forte tendance à tourner en boucle en permanence et à être obsessionnels. Et du coup, il y a notamment l'acte 2, le milieu du livre, qui est assez dur à lire, qui est fixé sur un personnage qui est un peu insupportable parce que tu as envie de lui dire « mais wake up ». Et j'en suis consciente, mais entre 16 et 22 ans, j'ai préféré le laisser tel que je l'avais imaginé à cet âge-là, même s'il est très immature sur certains points, même s'il n'est pas parfait, plutôt que de le réécrire à 28 ans, ça n'aurait pas de sens. Donc en fait, je suis très en paix avec le produit fini. Ce qui est rare pour quelqu'un qui écrit, je trouve. Parce que les écrivains, ils ont toujours la tendance, enfin, ça c'est mon cliché à moi, hein, mais toujours la tendance à aller retaper une virgule, à aller retaper... J'ai un autre défaut qui, en fait, je pense que j'ai compris en t'entendant parler. En fait, mon défaut est l'opposé de ça. C'est-à-dire non. C'est fait. Non, j'ai un problème de comment dire, je dirais pas bâclé pour le coup, mais j'aime tellement tenir le produit fini, j'aime tellement terminer les choses. Mon père m'a toujours dit, dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui aiment faire et ceux qui aiment terminer. Ceux qui font les choses dont leur motivation est le résultat final et ceux dont la motivation est de faire. Exemple, un maquettiste a tout intérêt à aimer faire des maquettes.
Ouais. parce qu'il va passer un temps fou. Sinon, il l'achète déjà faite au magasin. Exactement, sinon Ok. il l'achète directement. Moi, par exemple, je ne suis pas manuelle, donc je ne suis pas maquettiste. Et moi, depuis toujours, j'aime... C'est pour ça que j'aime tant le montage quand j'étais réal. J'aime voir le produit qui prend forme. J'aime voir quelle direction ça prend. J'aime la phase de promotion. J'aime en parler sur les réseaux. J'aime parler de mon livre, le partager, enfin le diffuser. Un écrivain, c'est quand même un métier très solitaire. Ouais. Donc en fait, des fois, mon cerveau, mon corps hurle de vouloir que ça soit lu en fait. Et donc du coup, c'est non pas que je bâcle mes œuvres, mais ma motivation, c'est la motivation finale et j'ai tendance à me réfugier dans une forme de surproductivité, quitte à des fois pas me mettre en danger, mais ouais, me Te mettre à perdre mal. un peu dans le travail, c'est ça? Ou me mettre à mal, hein, je veux dire, me mettre beaucoup de pression, alors que personne m'attend. Enfin, je veux dire, tout va bien Aurélien, non, tu ne vas pas, demain tu n'as pas une éditrice qui te contacte, t'as écrit Pas un encore. chapitre. Pas encore. Pas encore. Pour l'instant, j'ai cette liberté et pourtant, je suis très forte pour me la mettre toute seule, la pression. Donc cette pression, moi je dirais que le perfectionnisme, non. La productivité, écrire vite et bien, oui. Je veux que ce soit vite fait, je veux que ce soit vite fini parce que... Et je prends conscience, par exemple, j'ai 32 ans et je me rends compte des avantages de ce système. Les avantages de ce système, c'est que j'ai réalisé plein de films, plein de clips, donc ça c'était dans le cadre du travail, vraiment machin, mais aussi qu'à l'heure actuelle, j'ai publié du coup un roman en 2022, j'en ai terminé un en 2023, début 2024, et j'ai terminé le 3e en 2025, et là j'ai commencé le 4e. Et en fait, je me rends compte qu'à 32 ans, en ayant eu une carrière dans le cinéma, en faisant des scénarios, avoir écrit quasiment 4 ouvrages, 3 en tout cas sûrs, et le 4e en cours, je me rends compte que je suis productive. Tout ça en parallèle de travailler en même temps. Mais ça, c'est aussi c'est le fait de dire de faire. Oui. Et alors, je te rejoins par rapport à... Il y a les gens qui font et il y a les gens qui terminent, c'est ça? C'est comme disait ton père? Il y a les gens qui font et les gens qui terminent. aiment faire, et il y a les fignolés, et les gens qui aiment terminer. Et je rebondirai là-dessus en disant, il y a des gens qui font et il y a les autres qui parlent. Oui. Et ça, je trouve ça intéressant, c'est que il ne faut pas parler si on ne fait pas. Donc, si tu as fait et que tu as montré que tu as fait et que tu as déjà... Tu as ça à ton actif et ça, personne ne peut l'enlever de dire « j'ai fait ces romans-là ». Et donc, en fait, vous pouvez critiquer, peut-être, vous pouvez ne pas aimer, vous pouvez dire que le style ne vous plaît pas, mais vous ne pouvez pas dire que je ne l'ai pas fait. Oui, complètement. Et ça, je trouve que par rapport au perfectionnisme, ça, c'est très intéressant. C'est ça, le danger du perfectionnisme, c'est de ne jamais rien terminer. Ou de ne jamais rien commencer. Ou de ne jamais rien commencer. De se dire « non, je n'ai pas les compétences, etc. » Et oui, je suis d'accord, il y a quelque chose d'assez grisant à l'idée de mener une œuvre à bien et qu'elle soit terminée. Je suis même peut-être un peu addict à la récompense, à la dopamine qu'on a quand tu mets le point final et que waouh, c'est terminé. En fait, je pense qu'il y a vraiment un vrai truc chimique et je pense que comme j'ai terminé mon premier roman à 10-11 ans, peut-être que j'ai tout de suite compris que terminer les trucs, c'est cool. Ouais, déjà, c'est bien de l'avoir compris si tôt. Il y en a qui le comprennent beaucoup plus tard, il y en a qui le comprennent pas du tout, parfois. Mais donc, ok, donc le perfectionnisme, ça c'est cool. Maintenant, est-ce que dans ta vie, tu as eu quelqu'un qui a été un mentor, quelqu'un qui t'a montré la voie ou quelqu'un qui t'a inspiré? Alors ça peut être une personne réelle, c'est-à-dire quelqu'un dans ta vie qui, voilà, un prof ou quelqu'un qui t'a mis sur la voie et qui t'a montré le chemin en quelque sorte, ou ça peut être, je sais pas, un autre artiste, quelqu'un que tu as vu cet artiste-là, je pense à Shyamalan que tu as dit à 11 ans, mais voilà, quelqu'un qui t'a inspiré à te dire ok, c'est dans cette direction-là que je veux aller, c'est ça que je veux faire, et c'est comme ça que je veux le faire. En termes artistiques purs, en effet, je dirais que Shyamalan, avec le film Signe directement, oui. Mais le côté mentor, vraiment mentor, je dirais qu'il y a beaucoup mon grand frère. En fait, mon grand frère a toujours été un peu autour de l'art, sans jamais à 100% rentrer dedans. Il a toujours... par exemple, il travaillait dans un cinéma. Et en fait, c'est lui qui a créé toute ma culture cinématographique. C'est lui qui a un petit peu nourri tout mon imaginaire. En plus, on a 14 ans d'écart. Ah oui. Donc, il m'a quasiment élevée. Et en fait, j'ai l'impression des fois d'être son petit produit.
Genre d'être la petite sœur produit. Sa petite créature de Frankenstein. Exactement, d'être sa petite mini-lui. Ça, en fait, je pense que ouais, il m'a un petit peu créé, façonné. D'ailleurs, on écrit un livre en ce moment ensemble. Ah, cool. On s'est lancé ensemble, on en parle depuis des années et ça y est, je pense que l'un et l'autre, on est à des parties de notre vie où on s'autorise du coup cette folie-là de ce projet-là. Parce qu'en fait, ça a créé des conflits au moment où je me suis émancipée de l'image qu'il avait de moi ou de l'image qu'il avait créée. Ça a créé des frictions. Et puis en fait, là maintenant, on est adultes tous les deux. Ouais. Je veux dire, lui depuis plus longtemps que moi. Mais moi, je suis suffisamment mature aussi. On a eu beaucoup de conflits à la phase ado, début ado. Parce que tu cherchais aussi ta propre voie. Exactement, je pense qu'il y avait un peu ce truc-là. Et puis, problème avec l'autorité. Je pense que j'avais besoin de m'émanciper vraiment. Mais c'est lui, en fait, je pense que c'est lui qui m'a donné le goût du cinéma. Oui, j'avais jamais fait le lien que lui, c'était plus le cinéma, que c'est probablement par lui que j'ai voulu faire du cinéma et que moi, mon identité profonde, c'était la littérature. Et du coup, j'ai pris un espèce pas l'inverse d'un raccourci. J'ai un peu pris un chemin plus long. Un détour ? Ah voilà, un détour. Merci. J'ai fait un détour par le cinéma, par les passions qu'il m'avait inculquées. Alors que quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup et j'ai écrit un roman très vite, etc. Et en fait, ça a été un mentor autant émotionnellement, un soutien émotionnel à plein de moments de ma vie, notamment quand j'étais petite, j'étais très 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 proche de lui. Et en tant qu'adulte, on a quasiment souvent, nos parents nous ont dit, on a un rapport très jumellaire, quoi. Ok, alors qu'il y a une grosse différence d'âge. C'est-à-dire qu'on on se regarde, on se comprend, on rigole pour rien, du coup les gens autour peuvent se sentir exclus. C'est les connexions neuronales, ouais. Oui, c'est ça, on est fait pareil, on est fabriqué pareil dans notre cerveau, ça c'est sûr, je pense que... Puis il y a même plein de trucs poétiques autour de ma naissance, ou quand j'étais dans le ventre de ma mère, et lui il était en mode toi tu vas être importante. Vraiment, c'est lui qui m'a reconnue. Il y a une infirmière à la maternité qui a dit voilà, c'est Auréliane. Et lui, il a dit ben non, c'est pas du tout elle. Et il a été complètement ailleurs. Mais non. Ouais, un truc comme ça. Enfin, il y a eu plusieurs anecdotes comme ça où du coup, je pense qu'il y avait un truc karmique avec mon grand frère, qui du fait de par son grand âge, il est devenu un peu mon mentor. Et je pense que j'ai pris un petit peu le chemin qu'il m'avait tracé, entre guillemets. Et il y a une deuxième personne, pas du tout pour les mêmes raisons, c'est ma tati de cœur, parce qu'on n'a pas de lien de sang, mais c'est la femme qui a élevé ma mère. Okay. Enfin, la fille de la femme qui a élevé ma mère. Ok. Et Tati, parce que c'était une femme qui n'a pas eu d'enfant pour sa carrière. Donc déjà, pour l'époque, elle est née en 33 ans. Ok. Elle était forte de café, quoi, Tati. Thérèse Rogadjevski, elle était bam, bam, bam. C'était la carrière, le travail. Et en fait, elle s'est tellement imposée tôt en tant que femme, professionnellement. Un peu une dame de fer, on peut le dire. Elle a été très, très dure avec ses employés. Elle a monté les échelons. Dans quel milieu ? Elle travaillait dans une usine, mais elle a fini secrétaire de direction, je crois. Ok, ouais. Elle a vraiment gravi les échelons, elle est hyper carriériste. Et en fait, j'ai toujours admiré... sa force, et je pense qu'elle était vraiment féministe sans le savoir. Ok, à l'époque, ouais. Ouais, c'est ça. Elle était dans l'émancipation. Elle m'a même dit... je suis choquée, je suis encore choquée, mais en même temps, je trouve ça absolument fabuleux. Pour des petits problèmes d'infidélité que je traversais, ado, jeune adulte, bref, des volontés d'aller voir ailleurs qu'on a peut-être tous eu, je me posais plein de questions. Et elle m'a dit quand même, donc ma vieille tati de plus de 80 ans, bah non, mais enfin, si tu le fais, juste assure-toi qu'il ne le sache pas. Et je pense que c'était vraiment genre, pardon, Tati, Ouais, carré, quoi. Sois cohérente, assume. Quoi. Assume, mais voilà, garde le secret. Hein. Tout le monde le fait, t'inquiète. Ok. Pardon, enfin, je veux dire, du coup, l'émancipation sexuelle qu'elle avait, sa libération sexuelle qu'elle avait, elle était vraiment très forte. Et du coup, je pense que Tati et mon frère, Michael, combinés, je pense que ça m'a vraiment bien guidée et bien ancrée dans la vie. Et c'est ça qui a fait que la personne que tu es aujourd'hui est devenue la Auréliane qu'on connaît, c'est ça ? C'est ça. Avec la fibre entrepreneuriale, je pense, de mon père, qui a fait 3 dépôts de bilan. En fait, il s'est toujours démené dans plein de boîtes.
Donc, en fait, j'ai eu quand même la chance d'avoir beaucoup de modèles très positifs. Et il y a un modèle duquel je parle peu parce qu'en fait, c'est tellement sous-jacent. C'est ma mère, elle est beaucoup... En fait, je me suis rendu compte très tard que c'est elle qui a porté la famille. Mon père, il ramenait l'argent, mais c'était ma mère qui portait la famille. Et c'est très difficile à voir. Et je pense qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans ce cas-là. Où en fait, le père, il prend beaucoup la place de celui qui réussit. Et du coup, c'est plus facile en tant qu'ado, enfant, d'admirer cet homme qui en plus n'est pas souvent là, qui travaille beaucoup. Provider. Ouais, c'est ça, vraiment le patriarche, machin. Et en fait, en grandissant et en devenant adulte, je me suis vraiment rendu compte à quel point ma mère, elle avait beaucoup, beaucoup porté. Et surtout émotionnellement. C'est elle qui a quasiment éduqué mon père et elle continue encore à l'heure actuelle à lui ouvrir les yeux sur plein de sujets. C'est elle le soutien émotionnel de beaucoup de personnes dans la famille. C'est elle qui nous a tous ouverts à la communication qui est la clé de tout. Et je pense que cette ouverture m'a aidée aussi à mieux m'exprimer, c'est elle qui m'a amenée vers l'introversion. Elle est psy, donc elle m'a amenée vers mon frère aussi. Hein. Ah oui, d'accord. On est très soudés comme famille. Oui, d'accord. Le clan Camps, il est vraiment... Disons qu'il n'y a pas de problème de communication et de parler, quoi. Oui, et du coup, forcément, là où ça m'aide en tant qu'autrice, c'est que j'ai pas de problème à regarder dedans. Là où on peut être dans une société où on va beaucoup aller voir dehors, les réseaux sociaux, les films, les séries, à fuir. Et j'ai l'impression qu'avec cette famille merveilleuse que j'ai moins de problèmes à aller voir dedans et je pense que c'est ça qui m'a aidée à m'assumer en tant qu'artiste et qui m'aide à m'assumer en tant qu'autrice aussi, finalement. Ok, super. Ok, une des dernières questions qui je trouve qui est très intéressante et que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu dirais à Auréliane qui a commencé, si tu l'as rencontrée dans la rue? Quel serait le conseil que tu lui donnerais si tu rencontrais la petite Auréliane dans la rue? Quel âge? Celle qui a commencé. Alors, je ne sais pas si toi, tu considères si c'est celle qui a 11 ans, qui a fait son premier roman, ou un petit peu plus tard, qui a commencé sa carrière artistique, on va dire professionnelle. Mais qu'est-ce que tu lui dirais si tu l'as rencontrée dans la rue? Qu'est-ce que tu lui dirais, un conseil que tu lui dirais, voilà, moi je viens du futur, je sais ce qui s'est passé, sur quoi je pourrais te dire quelque chose? Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, et quand je dis pas si longtemps, je dis il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'aurais dit quelque chose de totalement différent. Il y a 2 ans, j'étais en pleine crise de foi, FOI. J'avais plus la foi en rien. Okay. Et du coup, à ce moment-là, je lui aurais dit ne fais pas de l'artistique. Je lui aurais dit arrête tout de suite, tant qu'il est encore temps. Donc, tu as 10 ans. Fuis, c'est une galère et c'est une croix à porter et une responsabilité énorme. Tu vas te sentir différente, tu vas te sentir en marge, tu vas avoir des échecs, tu vas remettre en question ta valeur. Enfin, arrête. Juste fais quelque chose. Demande-toi combien d'argent tu veux gagner, quoi, d'abord. Et maintenant ? Et maintenant que j'ai retrouvé la foi, que je me suis reconnectée à mon écriture, que je me suis reconnectée à ma vocation en réalité et à surtout tout ce que ça me procure, je dirais... je lui dirais probablement... Ah, j'entends mon père qui va pas être d'accord. Mais je lui dirais... ok, tu as 10 ans, tu viens d'écrire ton premier roman, ok, focus littérature. Focus littérature. Toutes ces années de cinéma que j'ai passées, je les regrette pas. Mais combien de livres, sachant que là, depuis 2020, depuis que j'ai vendu mes parts, j'en ai écrit 2 entiers et je suis sur le 4e, alors que ça fait 2 ans et demi. Combien de livres en 7-8 ans j'aurais écrit? Donc je lui aurais dit, donc je suis contente d'avoir appris plein de choses grâce au cinéma, mais je lui aurais dit, ok, le cinéma c'est beau, c'est magnifique, c'est plein de paillettes, peut-être plus tard, mais focus littérature. Et en même temps, est-ce que il fallait pas que tu passes par toutes ces étapes-là pour avoir l'expérience, pour aller faire tes romans avec plus de maturité et plus de stabilité aussi peut-être? Peut-être. En vrai, je ne regrette pas mon parcours. Juste, je lui ferais gagner un peu de temps, si je pouvais. Bah ouais, mais c'est aussi pour ça que je pose la question, parce que ça permet de remettre aussi un petit peu les choses en perspective, je trouve. Oui, tout à fait. Ok, et pour terminer, bah du coup, là, ça nous amène exactement sur la bonne voie. Est-ce qu'on a des nouveautés qu'on a envie d'annoncer? Sur quoi on peut te suivre? Est-ce qu'il y a des plateformes? Donc, je sais qu'il y a un livre qui est déjà sur
Amazon, c'est Oui, ça? Amazon, Donc, Fnac, si tu me redis le titre, c'est bien. C'est Le Bois qui brûle, Ok. du coup, qui a été publié en 2022. Quelles sont les nouveautés là? Les nouveautés. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui va sortir? À quoi on doit s'attendre d'Aurélien Camps en 2026? Prochainement, mon deuxième roman, Le plaisir et les larmes, va probablement voir le jour. Je ne sais pas encore, je n'ai pas de date, mais en tout cas, il est dans les clous quelque part. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Ok. C'est en voie de discussion. Donc voilà, donc déjà, il y a un deuxième roman qui arrive assez bientôt. Et puis, j'ai conçu, il y a quelques années, un recueil de nouvelles féministes et collaboratifs qui s'appelle Les Nouvelles Garces, où du coup, j'ai invité plein d'autrices à prendre la parole sur le féminisme, sur des sujets de féminisme très importants à l'heure actuelle. Et j'ai signé avec la maison d'édition indépendante et hyper engagée Beta Publisher. Ok. C'est prévu pour début 2027. Ok. Et on va être de nombreuses autrices, certaines sont très suivies, donc c'est vraiment un super coup de pouce. Et surtout, ce qui est très important à savoir, c'est que tous les bénéfices de ce recueil iront à des associations féministes. Ah, ça c'est bien. Donc c'est vraiment un projet engagé, je ne vais rien gagner dessus, les autrices ne vont rien gagner dessus. C'est vraiment un projet pour la cause et ce qui me tient énormément à cœur. Ça c'est important. Ouais. Voilà. Et puis si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, donc Aureliane Camps, sachez que j'ai besoin régulièrement de bêta lecteurs, bêta lectrices, parce que là je vais en avoir besoin prochainement, puisque je vais corriger mon 3e roman avant de l'envoyer aux maisons d'édition. Et ben voilà. Et ben écoute, moi je suis ravi de t'avoir reçu aujourd'hui sur The Act Club parce que je trouve que ça a été un bel échange. On a pu apprendre plein de choses et c'est important c'est bien d'avoir des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent transmettre des choses parce qu'ils ont eu beaucoup de vécu comme les interviews que j'ai pu faire sortir déjà. Mais c'est aussi important d'avoir des artistes de notre âge qui sont là et de montrer qu'il y a plusieurs voies qui sont possibles et plusieurs choses qui sont possibles dans n'importe quel art. Donc, merci à toi d'être venu. Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, tiens-nous au courant pour ton actualité. Donc, allez suivre Aureliane Camps sur les réseaux sociaux et allez lire son livre, que j'irai lire aussi à l'occasion. si j'ai l'occasion, voilà, j'aurai plaisir à le lire. Et voilà, merci beaucoup Aureliane. Avec plaisir.